Bien, merci beaucoup Jack Lang de m'accueillir pour cette interview. On se retrouve ici à l'Institut du monde arabe pour revenir sur cette longue histoire du prix unique du livre, un combat que vous avez mené, un combat qui pour les Français est un combat important, puisque cette loi Lang, telle qu'on la connaît, est aussi une sorte de drapeau que tout le monde essaie de défendre encore aujourd'hui, donc qui est très importante. Et en Roumanie, où cette vidéo est diffusée, on sait bien que c'est aussi un signe de quelque chose dont on va débattre. Mais avant de revenir sur ce symbole, revenons un peu sur l'histoire. Comment cette loi du prix unique du livre s'est mise en place? Quels ont été les éléments qui ont conduit à cette loi? Bon, le premier élément, c'est la conviction que le livre demeure dans notre civilisation un élément essentiel de la culture nationale, de la culture internationale. Si cette conviction n'existe pas, vous pouvez fabriquer toutes les lois du monde, rien ne changera, et c'est la loi du profit qui s'imposera contre la culture. Quand je suis devenu ministre de la Culture en 1981, une très grande menace pesait sur l'économie du livre. Mes prédécesseurs avaient donné une pleine liberté de fixation des prix des livres par les éditeurs, les libraires, surtout les supermarchés. Ça me paraît très étrange de faire une loi contre une liberté. En vérité, cette liberté, c'est la liberté pour les supermarchés, pour les gros, d'imposer leurs lois. Et quelles lois? Leurs lois au sens pas juridique, mais au sens sociétal. Les supermarchés de l'époque, par exemple Leclerc, ou la Fnac de ce moment-là, vendaient des livres avec un discount, allant jusqu'à proposer des prix inférieurs parfois au prix d'achat par eux, ou au prix de revient. Donc, conclusion, une concurrence déloyale, meurtrière, destructrice s'instaurait entre ces supermarchés et les libraires. Pourquoi? Pour vivre ou survivre, un libraire a besoin de fonder l'économie de sa librairie sur une sorte de péréquation ou de mutualisation entre ce que lui rapportent des livres à succès, par exemple des dictionnaires ou des livres plus ou moins commerciaux, et d'autre part, les livres de jeunes auteurs, les livres plus difficiles, qui ont besoin de temps pour conquérir un public. Si ces grandes surfaces, ces supermarchés, vendent à bas prix les dictionnaires, les livres à succès, les gens iront tout naturellement vers les grandes surfaces et abandonneront les librairies, qui du coup se trouveront ruinées, puisqu'il n'y aura pas de compensation entre les livres de recherche, les livres d'auteurs d'un côté, et les livres à grand succès. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc, la loi sur le prix unique du livre, c'est tout simplement ça. C'est établir d'établir une égalité entre tous les vendeurs et distributeurs des livres, sans qu'il y ait aucune forme de concurrence déloyale. Ça voulait dire, selon ce système, que l'éditeur fixe le prix et que l'ensemble des vendeurs, libraires ou même supermarchés vendent leurs livres au même prix. Ainsi, vous pouvez disparaître la concurrence déloyale. Et alors, du coup, cette loi qui a permis quand même de sauver aussi le commerce de proximité de vente de livres,
a eu donc des opposants, comme vous l'expliquiez, mais quels ont été les alliés dans la construction de la loi? Ben, les opposants d'abord parce qu'ils étaient féroces, combatifs, riches, et ils ont pendant des mois publié dans la presse des placards pour dire que nous allions ruiner le livre. Ils affichaient un peu partout des sortes de tracts en mettant en regard d'un côté ce qu'ils appelaient le prix Langue Mitterrand et de l'autre le prix Leclerc ou le prix Fnac. Et évidemment, le prix Fnac ou Leclerc était inférieur. Mais c'est une manière, si vous voulez, de tromper l'acheteur de livres. C'était très difficile. Je vous l'explique à l'instant maintenant. Mais dans le moment, c'était très difficile de faire comprendre que le prix unique, qui peut apparaître comme une mesure, je dirais, de régulation brutale, pouvait contribuer à cette liberté du livre. Apparemment, c'était anti-liberté. Mais la vérité, c'était qu'en donnant la possibilité aux éditeurs de fixer le prix, ils sauvaient la librairie. Et sans librairie, vous n'avez pas de livre. L'économie du livre, c'est une loi générale. Sans librairie, vous n'avez pas d'éditeur, et sans éditeur, vous n'avez pas d'écrivain. Donc il y a tout un cycle, je ne sais pas comment dire, ou une chaîne de la lecture, libraire, éditeur, écrivain, qui est très logique. Et le résultat de tout ça, pour parler de la France, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le pays où, par habitant, il y a le plus grand nombre de libraires dans le monde. Je n'ai pas en mémoire le chiffre exact, mais ça tourne sans doute autour de 2500 ou 3000 libraires. Ça n'existe pratiquement nulle part ailleurs, sauf en Allemagne, parce que l'Allemagne, depuis la fin du XIXe siècle, avait mis au point un système de prix unique par accord entre les éditeurs et les libraires. Finalement, ils ont élaboré une loi pour être en conformité avec le traité de Rome, avec les traités européens. Bon, ailleurs, là où ça a été supprimé, la loi unique, c'est la cata. En Angleterre, en Italie. Il y a les pays du Nord qui sauvegardent à peu près un système, je veux dire, les pays nordiques. Mais ailleurs, c'est fini. En Espagne, c'est fini. Promenez-vous où que ce soit dans le monde, vous aurez beaucoup de peine à trouver une librairie. Et sans librairie, je répète, il n'y a pas d'éditeur et donc il n'y a pas d'écrivain. Ça paraît banal, ça paraît élémentaire, ça paraît simpliste, mais c'est une évidence absolue. On voit aujourd'hui avec la question du numérique, avec la question de la vente en ligne, d'autres menaces sur le prix unique du livre. On essaie de calquer cette loi à ces éléments plus informels ou numériques. Est-ce que vous voyez là une menace justement sur cet équilibre qui a été construit avec cette loi et comment contrer ce piratage possible finalement de cette loi et de ce commerce? Un de mes successeurs a fait adopter, plutôt a étendu la loi sur le prix unique aux éditions numériques. Donc en France, la question elle est réglée par une extension de la loi. Alors vous me direz, ce n'est pas la seule concurrence. Pouvoir lire sur une tablette peut paraître plus aisé, plus commode. En même temps, celui qui aime, je ne parle pas de la littérature, je ne parle pas des journaux, je ne parle pas des revues spécialisées. Celui qui aime la littérature a besoin de toucher le papier, de humer le livre, de le sentir. Et en tout cas, aujourd'hui, même s'il y a eu une augmentation des livres numériques, c'est minoritaire. L'essentiel, c'est le livre papier.
Mais disons-le, ça fait partie aussi d'un ensemble. C'est-à-dire, il est important qu'un pays exprime à travers ses responsables politiques, ses écrivains, ses éditeurs, une passion pour les livres, qui se traduit par la création de bibliothèques, par une initiation des plus petits à l'école, non seulement à la lecture, mais à la découverte d'ouvrages littéraires, qu'éventuellement les émissions de radio et de télévision apportent leur contribution. En ce moment, en France, c'est pas brillant. Mais quand même, il y a un climat, une atmosphère. Au moment où j'enregistre avec vous cette vidéo, à Nancy, ville que je connais bien, dont je suis originaire, il y a une manifestation extraordinaire qui s'appelle le livre sur la place Stanislas. Des écrivains de la France entière viennent, des dizaines de milliers d'amoureux des livres viennent, et des manifestations de ce genre existent dans beaucoup de coins de France. À Brive, par exemple, à Paris, n'en parlons pas. Il faut que dans le pays, il y ait un élan, une ferveur, une passion. Ce n'est pas une loi qui va changer les choses. Elle était essentielle, cette loi. Sans elle, tout s'écroulait. Mais ça ne suffit pas. Il faut, encore une fois, donner la passion aux plus petits. Et ça passe par l'école, par la presse, etc. Non, c'est une loi qui avant d'être définitivement acceptée aujourd'hui, a dû franchir beaucoup d'obstacles. D'abord, au Conseil des ministres. Plusieurs ministres étaient réservés. Et notamment, le ministre de la Consommation disait que cette loi aurait pour conséquence un surenchérissement des prix. Enfin bref, je me suis bagarré avec le soutien de quelques grands ministres de l'époque, notamment M. Gaston Defferre. La loi a été adoptée par le Conseil des ministres. Alors, le Parlement, c'était une autre paire de manches. Et alors, il se fait que j'étais un bleu, j'étais un tout nouveau, je ne connaissais pas bien le système, et il m'avait collé, pour des raisons d'encombrement du calendrier parlementaire, il m'avait fait commencer par le Sénat, assemblée en principe hostile à ce moment-là au gouvernement. Alors je me souviens, arrivant au pied du palais du Luxembourg, où se trouve le Sénat, le président de la commission des affaires culturelles, c'était un socialiste, mais minoritaire, et qui me dit, écoute Jacques, n'insiste pas, ils n'en veulent pas. Je dis, comment ils n'en veulent pas? Ils ne comprennent pas, ils n'en veulent pas, mieux vaut que tu renonces plutôt que de courir à l'échec. Je dis, non, on va se battre. On a pris un engagement, on va se battre. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'intérieur de la commission des affaires culturelles, il y avait un écrivain, connu par ailleurs, très connu en France, parce qu'il avait été la voix du général de Gaulle pendant la guerre, Maurice Schumann. Et alors Maurice Schumann, tout à coup, dans son orgueil d'écrivain, a pris fait et cause pour la loi et en a été le meilleur défenseur. Donc adopté à l'unanimité, ensuite à l'Assemblée, c'était facile. Donc ça, c'était la première étape. Et je me disais naïvement, bon, c'est réglé, passons à autre chose. Mais pas du tout. Ces gens-là ont bravé, je répète, ont bravé le texte. Ils ont continué à vendre des livres à prix cassé. Ils les appelaient les prix Leclerc ou les prix Fnac. C'était une illégalité totale. Mais comme je n'avais pas pris la précaution d'introduire une disposition pénale, j'étais un peu naïf, je répète, j'étais démuni. Et donc j'ai réussi ensuite à convaincre quelques membres du gouvernement de faire un texte pour créer une contravention. D'ailleurs, le ministre des Finances ne l'a pas signé. Et on a, pendant les semaines qui ont suivi, relevé de très nombreuses contraventions contre ceux qui ne respectaient pas la loi. Mais ils ne capitulaient pas.
Et ils ont trouvé une astuce qui a failli nous foutre en l'air complètement. À l'occasion d'un procès engagé par eux devant un tribunal, ou par nous devant un tribunal, ils ont soulevé ce qu'on appelle une question d'incompatibilité de la loi avec le traité de Rome. Donc, automatiquement, selon le traité de Rome, la Cour de justice de Luxembourg était saisie sur cette question de savoir si notre texte était ou non conforme au traité européen. On était très mal barrés, je vous le dis franchement. Parce que l'idéologie de la Commission à l'époque et des instances européennes était ultra-libérale. Ils ne comprenaient pas. Alors, non, on a failli perdre. Et j'ai dû faire un travail de lobbying, comme on dit en français. Je suis allé dans chaque pays, expliquer. Parfois, j'étais à la limite de l'intervention au sein de la juridiction. J'ai pu faire connaître à certains juges quelle était la réalité. Enfin bref, on a gagné de justesse. Alors ensuite, ils ont fini par canner quand même. Ils ont fini mais ça veut dire que ça a duré 3 ans. Vous voyez, entre le moment où la loi a été décidée et le moment où elle s'est appliquée sans réserve, il a fallu 3 ans de bagarre. C'est une belle bataille. Elle était vitale parce que, si vous voulez, si... Moi, j'ai eu des sueurs froides, souvent, j'ai mes nuits un peu encombrées. Parce que si nous avions été censurés par la Cour de Luxembourg, si elle avait déclaré que notre loi n'était pas conforme au traité de Rome, c'était terminé. Il n'y avait aucun moyen de faire autrement. Et tout le système se cassait la figure. Et tout risquait de se vider, Donc je dois dire que ça a été un jour heureux. Ça a été un jour heureux, ça a été un jour de bonheur, quoi. Cette loi a construit vraiment le monde du livre tel qu'il est aujourd'hui, avec cette possibilité, à travers la loi, de défendre tous les acteurs. Donc, vous parliez de chaîne du livre, mais tous les acteurs sont représentés dans la loi. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui est devenu un mot un peu à la mode, l'interprofession. Cette idée d'être ensemble. Qu'est-ce que vous diriez de l'importance de cette interprofession pour des pays, par exemple, comme la Roumanie, où justement le travail est encore en cours? Comment vous avez pu vous appuyer sur ces forces? Non, mais c'est quand même normal qu'il y ait entre les différentes professions du livre des contacts, des discussions et éventuellement des accords entre libraires, éditeurs, distributeurs, les pouvoirs publics. Ça me paraît une évidence. Il arrive parfois qu'il y ait quelques accros. Là encore, il faut que le pouvoir politique, ait une position claire et ferme. J'essaie en vous parlant, de me remémorer globalement, parce qu'au début aussi, si je racontais pleinement l'histoire, il y a même des éditeurs qui n'étaient pas d'accord avant que la loi soit votée. Et Gallimard, la grande édition Gallimard, était réservée, non pas à l'actuel patron, Antoine Gallimard, mais son frère. Et pour quelle raison? Parce qu'eux considéraient que ça marchait très bien comme ça et qu'une loi n'était pas nécessaire. Cette loi, en réalité, on l'appelle la loi Langue, mais on devrait l'appeler loi Langue-Lindon, du nom de l'éditeur, Jérôme Lindon, qui a été l'inventeur réellement de ce système. Quelques années avant que je devienne ministre, quelques années avant la victoire de Mitterrand, j'ai réfléchi sur ces sujets à la demande de mes amis du Parti socialiste. J'ai rencontré Lindon souvent, et c'est avec lui que j'ai forgé cette histoire. Et il a été tout le temps auprès de nous pour nous aiguillonner, nous soutenir,
nous épauler. Et autre chose, on utilise beaucoup aujourd'hui l'expression, enfin en Europe, l'expression exception culturelle. C'est une expression qui n'est pas très élégante, du point de vue de l'esthétique de la langue, mais je l'ai inventée à propos de la loi sur le livre, en disant, en effet, la loi sur le prix du livre, il n'y a rien de comparable dans d'autres domaines, c'est une exception. C'est pourquoi d'ailleurs il fallait une loi. Ce n'est pas conforme à la Constitution. Plutôt la Constitution dit que le régime des prix, s'il est dérogatoire, doit être fixé par la loi. Donc cette expression exception culturelle signifiait qu'il fallait que l'exigence de création, l'exigence de culture l'emporte sur le profit immédiat. Et nous avons appliqué les mêmes principes, exception culturelle, au cinéma. Nous avons pu aussi sauver la destruction. Nous avons voulu échapper au sort du cinéma italien, du cinéma allemand, du cinéma anglais, qui, faute d'une politique volontaire, ont disparu pratiquement. Et d'ailleurs, dans les pays ex-communistes, le même phénomène s'est produit, parce qu'il n'y a pas eu une volonté suffisamment forte de sauvegarde du cinéma national de chaque pays. Alors on arrive au terme de l'interview. On va donc clore ici en vous remerciant et peut-être en vous proposant un dernier message peut-être à fournir à nos amis roumains qui vont recevoir la vidéo et vont pouvoir ensuite débattre de toutes les questions que vous avez abordées dans cette interview. Un dernier message. Par exemple, pour finir cette interview. D'abord, je suis très heureux que cette année, une capitale culturelle ait été décidée pour la Roumanie. Là aussi, si vous voulez, c'est une petite histoire particulière. Nous avons créé cette histoire de capitale culturelle avec Mélina Mercouri, qui était ministre grecque de la Culture. Et on était en réunion, c'est la première réunion, je crois, des ministres de la Culture de l'Europe en 1984. Et la veille au soir, on va prendre un pot avec elle, on va déguster un peu de ouzo et je ne sais pas quoi d'autre. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Et je crois que c'est elle qui a eu l'idée. Proposons-leur que chaque année, il y ait une ville désignée comme capitale culturelle. Soit, ça apparaît un peu gadget quand même, ça apparaît un peu carte postale. Non, tu verras, c'est quelque chose qui finira par marcher. Et elle avait raison. La première année, c'était laborieux. Et petit à petit, vous l'avez vu, les villes de chaque pays se battent pour être choisies. Non, et puis c'est la Roumanie, c'est un pays que je connais par les livres, que je connais par le cinéma, par le théâtre, par des personnes, qui ont été de grands amis. Mais j'ose le dire, chaque fois j'ai raté le coup, j'ai été très gentiment invité pour venir cette fois-ci. J'espère me rattraper. Mais c'est un pays d'une grande beauté. C'est un pays qui a beaucoup souffert. C'est un pays qui, aujourd'hui, essaie de trouver une nouvelle voie. Puis les Roumains, c'est un peuple singulier, qui parle une langue latine, enfin d'expression latine. Et il y a des gens très doués, très brillants. C'est merveilleux que cette année, la Roumanie soit l'un des 2 pays choisis pour la capitale culturelle. Mais mon message, simplement, c'est salut les amis roumains. Et j'espère surtout avoir la chance de m'échapper de Paris pour aller vivre un moment en Roumanie.